Donc, je pense on peut commencer, Sébastien. Comme tu veux. D'accord, merci. Monsieur Boudhar, professeur Abslam Boudhar, est-ce que vous êtes avec nous? Voilà, parce que aussi, très bien. Voilà. Maintenant, vous pouvez. C'est très bien. Voilà. Maintenant, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, Bonjour. bonjour Bonjour à Monsieur tous. Sébastien, Bonjour. Alors, soyez les bienvenus à Milal. Merci. virtuellement. Oui. Voilà. Ah, d'accord. Alors, je pense on peut commencer. Déjà, nous sommes très désolés de ce retard, ou plutôt de ce changement qui, qui est indépendant de notre volonté, vu il y a un petit problème. Mais de toute façon, on va essayer d'enregistrer la réunion, comme ça tout le monde peut en profiter. En plus, vous aurez le document PPT. Et bien sûr, on aura l'occasion peut-être d'inviter pour une autre fois, deuxième, etc., Sébastien Bourdin sera disponible, Inch'Allah, avec nous, que ce soit en mode présentiel ou distanciel. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre inscription. Sincèrement, vous étiez nombreux à avoir fait l'inscription. Malheureusement, ce changement qui va affecter la présence. D'après l'inscription, je peux dire que la recherche scientifique dans notre royaume se porte très bien grâce aux chercheurs qui donne plus d'intérêt et d'intéressement aussi à la recherche scientifique de manière générale. Aujourd'hui, et ça nous fait énormément plaisir au fait de recevoir Sébastien Bourdin, professeur en développement durable et territorial à l'école de management Normandie, et aussi c'est un doyen délégué de la faculté du campus de Caen. Avec surtout côté recherche, il a de nombreuses publications, presque 40 articles, dans du revue index et des revues classiques. Aujourd'hui, va essayer de répondre à une grande question, comment être publié dans une revue académique. C'est une question que tout chercheur, je pense, se posait et se pose et se posera dans son cursus, parce que c'est là le bas blesse dans le domaine de la recherche. Et bien sûr, il faut écrire, il faut rédiger, mais il faut publier aussi dans du revue, surtout académique, indexé. Mais avant cela, je reviens à mon collègue, Abslam Boudhar, directeur de l'ERSEC, notre labo. Vous avez la parole, professeur Boudhar. Merci, cher collègue Hicham Chtavi. Alors, chers collègues, enseignants, chercheurs, chers conférenciers, chers étudiants, chers invités, c'est pour moi un grand plaisir d'inaugurer ce séminaire de méthodologie de recherche organisé par le laboratoire des études et de recherche en sciences économiques et gestion sur un sujet intéressant qui intéresse aussi bien les enseignants-chercheurs que les doctorants et les étudiants de master aussi. Comment être publié dans une revue académique? Alors, ce webinaire, bien sûr, s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires et de séminaires de méthodologie organisés par le laboratoire LERSEC et aussi par les autres laboratoires dans le cadre de la formation doctorale sciences économiques et gestion sous l'égide du Centre d'études doctorales sciences pluridisciplinaires. C'est un grand plaisir aussi d'accueillir notre cher conférencier, M. Sébastien Bourdin, professeur à l'école de management de Normandie. Permettez-moi de le remercier chaleureusement pour sa contribution et pour l'acceptation de cette invitation faite de la part de notre collègue Hicham Chtavi. Je remercie bien entendu notre cher collègue Hicham Chtavi pour les efforts qu'il a déployés pour organiser ce séminaire de méthodologie.
Et je remercie aussi tous les participants à ce séminaire pour leur présence et leur engagement. Et merci, chers collègues. Merci beaucoup, professeur Boudra. Merci Je beaucoup passe. pour cet accueil. C'est un vrai plaisir. Ouais, allez-y. Oui. Merci Sébastien. Merci beaucoup, cher professeur Boudra. Donc, sans tarder, je pense, je cède la parole à Sébastien. Comme ça, il va nous répondre à cette très belle question. Comment publier ou être publié dans une revue académique? Voilà. Chemin Du faisant, coup, merci. chemin faisant, Oui, on va répondre à certaines questions, revue académique, indexée, revue non classée, etc., etc. Donc, vous avez la parole. ouais. Merci. Bon courage. Du coup, merci beaucoup pour votre accueil virtuel. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous sur cette question qui est hyper importante pour les enseignants-chercheurs comme pour les chercheurs et les doctorants. Alors, peut-être, oui, effectivement, en introduction, revenir sur cette question de qu'est-ce qu'une revue académique? Une revue, c'est une revue avec un journal, enfin, c'est un journal avec un comité de lecture. Donc, ce comité de lecture, il est composé d'experts sur un sujet en particulier. Pour moi, une revue académique, c'est aussi euh, une revue, comme on dit en anglais, peer-reviewed, c'est-à-dire que c'est une revue où les articles sont évalués en double aveugle par les pairs. Donc, autrement dit, la personne qui va soumettre un article ne sait pas qui seront les évaluateurs et les évaluateurs ne connaissent pas l'identité de celui qui a soumis l'article. Ça, c'est un deuxième point important. Le troisième point important sur ce qui est une revue académique de qualité, il faut que la ligne éditoriale de la revue soit très claire. Donc, que ce soit en économie ou en sciences de gestion, on a beaucoup de revues qu'on considère comme académiques parce qu'on a une ligne éditoriale qui est extrêmement claire. Et donc qui permet donc de pouvoir identifier très rapidement si on est sur une bonne revue académique. Et puis, ce qui fait qu'on est dans une bonne revue académique, c'est aussi tout simplement la rigueur scientifique. Il faut s'assurer que le processus d'évaluation dans la revue est complètement rigoureux et que les articles qui sont publiés dans cette revue sont aussi rigoureux. Et donc pour ça, il existe des organismes au niveau national, international qui classent les revues et qui vont décider si une revue est considérée comme une bonne revue. Et parmi ces bonnes revues, quelles sont les meilleures revues? Alors en France, par exemple, on a le classement CNRS, mais au niveau international, on a par exemple le classement ABS qui classe des revues anglophones selon de nombreux critères et donc qui vont pouvoir permettre de dire si une revue est d'excellente qualité, de très bonne qualité, de bonne qualité, ou si finalement elle ne fait pas partie du classement et donc dont la qualité est moindre. Alors, ce que je vous propose, moi, juste en introduction, c'est de vous dire que il faut pas hésiter à poser des questions. Alors, je ne sais pas comment est configuré l'enregistrement vidéo. Je ne sais pas si c'est possible que les personnes ouvrent leur micro au fur et à mesure et me posent des questions. Ou si vous préférez qu'on fasse le jeu des questions-réponses à la fin de ma présentation, mais peu importe, hein, je suis à l'aise avec les deux. Donc si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions. Et puis sinon, on prendra toutes les questions à la fin. Alors, pourquoi publier d'abord? Ça, c'est une première question importante. Ben, on publie des articles scientifiques pour échanger des idées avec la communauté scientifique. Alors au tout début, on commence par s'interroger sur un phénomène. Alors on peut se promener dans la rue et se dire, bah tiens, là, il y a un truc ça me pose des questions, là, il y a des choses qui... Voilà, et donc en général, le questionnement scientifique, il commence par une interrogation qu'on peut avoir observée par nous-mêmes ou qu'on peut avoir vue peu importe où, mais en tout cas, ça commence par une interrogation.
Mais une fois qu'on a cette interrogation, ça ne suffit pas, puisque ce que je dis souvent, c'est que la recherche scientifique, elle est cumulative. On ne part pas de rien. Et l'objectif de publier un article scientifique, c'est d'ajouter une pierre à l'édifice scientifique. Et donc, finalement, dans notre champ de recherche, alors ça peut être en marketing, en économie de l'environnement, en économie appliquée, en économie territoriale, en supply chain management, peu importe, eh bien, on a déjà beaucoup d'articles qui ont été publiés dans notre champ de recherche. Et l'objectif, c'est d'aller regarder dans ces articles qui ont été publiés ce qui pourrait être considéré comme une idée originale qu'on pourrait développer. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de publier un article qui n'apporte rien à la science. Il faut vraiment apporter des choses à la science. Et donc, le gros jeu et l'ambition du chercheur, ça va être de chercher l'originalité du sujet. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après. Donc, trouver l'idée originale. Et puis, une fois qu'on a l'idée originale, il va falloir aller collecter des données et les analyser. Alors, cette collecte de données, les données, c'est au sens très large. Il peut s'agir de données très quantitatives, comme il peut s'agir de données qualitatives, comme des entretiens semi-directifs ou l'analyse de la presse quotidienne régionale, par exemple, ou de documents divers et variés. Donc là, on est sur des analyses plutôt qualitatives et des données qualitatives. Et puis ensuite, il faut écrire et publier. Et donc, c'est là-dessus que je vais insister et sur lequel va s'organiser ma présentation. Et puis, on verra aussi que écrire et publier, ça ne suffit pas. Il faut aussi partager et impacter pour pouvoir mieux s'interroger sur ce que l'on a produit. Alors, hop, est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est bon? Oui, c'est très bien. C'est bon, ouais. Donc, pourquoi échanger des idées avec la communauté scientifique? Il faut savoir qu'il ne faut pas chercher à publier un article pour publier un article. L'objectif pour vous, chercheurs, pour nous, chercheurs, je m'inclus dedans, c'est d'être largement lu et d'être cité dans notre champ de recherche. Si je publie un article en marketing olfactif ou si je publie un article en économie de l'environnement, mais que mon article n'est pas lu et pas cité, finalement, ma pierre à l'édifice scientifique que j'aurais posée, elle n'aura pas beaucoup de valeur. Et finalement, l'intérêt d'avoir publié cet article, il sera très, très mince. Donc là, vraiment, tout l'enjeu, ça va être d'écrire un article scientifique qui va être le plus largement lu et le plus cité possible. Et après, derrière largement lu, c'est forcément lu par la communauté scientifique, la nôtre en particulier, mais aussi, et là c'est encore mieux, être lu par les décideurs politiques, par les entreprises, par les chefs d'entreprise, par les organisations, les institutions. Et donc là, c'est, on va dire, l'apothéose pour un chercheur, c'est d'avoir écrit un article scientifique qui est lu et reconnu par la communauté scientifique, mais qui, compte tenu des résultats publiés, intéresse aussi les décideurs politiques, les organisations, les entreprises. Et donc, là, c'est l'article parfait quasiment, puisqu'il intéresse le plus de nombre et le plus de personnes possible. Donc, pour échanger nos idées, il faut maîtriser les codes de la communication de la recherche qui sont très spécifiques et c'est un petit peu là-dessus qu'on va s'arrêter. Alors, que souhaite un rédacteur en chef d'une revue scientifique? Tout d'abord, il souhaite que l'article qui va être publié soit un article qui soit original. Donc, si finalement les conclusions de l'article, la méthode utilisée, les données utilisées ne sont pas originales, du coup, finalement, le rédacteur en chef va pouvoir dire, en fait, la valeur ajoutée de l'article, elle est très faible. Et donc, si l'article n'est pas vraiment original et qu'il n'apporte pas grand-chose à la science, à l'avancée de la science, il se peut que le rédacteur en chef refuse l'article parce que justement, il dit c'est pas original. Donc, on va regarder un petit peu comment on fait pour construire l'originalité du sujet. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est le style de rédaction qui doit être très clair. Donc là aussi, je vais vous donner des petites astuces pour avoir un style de rédaction clair.
Alors, j'en parle avec d'autant plus de facilité que j'ai publié aussi bien dans des revues francophones que dans des revues internationales francophones, et que le style de rédaction n'est pas du tout le même. Et je ne peux que vous inciter à avoir un style de rédaction anglophone, c'est-à-dire un style de rédaction, comme on dit en anglais, straight to the point. Donc, ça veut dire un style de rédaction qui va droit au but, un style de rédaction où on a un sujet, verbe complément, et qu'on ne fait pas des phrases à rallonge, des longues phrases qui finalement font perdre le sens de la phrase lui-même. Donc en anglais, hein, pour ceux qui ont déjà lu beaucoup d'articles ou qui ont eu l'occasion de lire des articles scientifiques en anglais, on voit qu'en général, ce sont des phrases qui sont relativement courtes, qui vont droit au but. Et finalement, un bon article, c'est un article qui est aussi agréable à lire et simple à lire. Et donc, si on doit passer plusieurs fois à relire la même phrase parce que elle est alambiquée ou on ne l'a pas comprise, c'est que finalement, l'article n'est pas bien écrit. Donc, le rédacteur en chef, il est aussi très attentif à ce que l'article qui est publié, c'est un article qui est très clair, où le message est clair, où la façon dont il est rédigé est claire. Troisième chose que le rédacteur en chef va regarder, c'est est-ce que le thème est intéressant pour le lectorat de la revue. Donc, si vous êtes en marketing et que vous soumettez un article scientifique, votre article, dans une revue de supply chain management, il va dire OK, votre article est peut-être très très bien, sauf qu'en fait, le lectorat de ma revue, c'est le lectorat de la supply chain management. Et vous me soumettez un article en marketing. Et donc, du coup, je refuse l'article parce qu'il ne correspond pas à la ligne éditoriale. Donc, la question de la ligne éditoriale, elle est vraiment fondamentale. Et avant de soumettre un article, ce que je conseille souvent, c'est d'aller regarder quelle est la ligne éditoriale de la revue. Quels sont les types d'articles qui ont été publiés? Est-ce qu'il y a des articles scientifiques qui ont été publiés avant moi et qui correspondent au thème de l'article que j'ai soumis? Donc ça, c'est très important aussi parce qu'on a aussi beaucoup de chercheurs qui se font rejeter leur article parce qu'en fait, il ne correspond pas exactement à la ligne éditoriale. Et là, je peux très bien en parler puisque en fait, je suis éditeur adjoint de la revue d'économie régionale et urbaine, qui est une revue classée du CNRS, et je suis aussi éditeur associé de la revue Region, qui est une revue internationale et qui est la revue officielle de la European Regional Science Association, donc qui est l'association européenne de sciences régionales. Donc c'est une très grosse revue. Et donc on reçoit beaucoup d'articles tous les jours, hein. Par exemple, sur la revue Region, on va recevoir l'équivalent d'un peu plus de 3000 articles sur l'année. Et donc, on doit arbitrer très rapidement les articles qu'on reçoit. Et donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de regarder si l'article soumis correspond à la ligne éditoriale. Et s'il ne correspond pas à la ligne éditoriale, on ne va même pas prendre la peine de l'envoyer à deux rapporteurs. On va directement le rejeter. Donc, c'est ce qu'on appelle le desk reject. Mais j'y reviendrai un petit peu plus loin aussi. Et puis, bien évidemment, ce qui va faire un bon article, c'est qu'on a une recherche qui est de grande qualité et donc une recherche où on a une rigueur dans l'analyse, où on a des données qui sont de qualité, donc des entretiens ou des méthodes qui sont de qualité, etc. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir tous ces critères en tête parce que c'est les critères qui vont faire que vous allez publier un bon article scientifique. Donc, un bon article scientifique, c'est un article qui est original, facile à lire, qui est d'une grande qualité en termes de revues de littérature, etc., etc. Et puis aussi, qui va correspondre à la ligne éditoriale de la revue dans laquelle vous soumettez l'article. Alors, il y a plusieurs étapes, et donc ces étapes, on va les voir ensemble. Donc, les qualités d'un article... Ouais? Il y avait une question? Non? Les qualités d'un bon article, c'est un article qui va apporter de la nouveauté. Donc, assurez-vous que personne n'a publié des résultats équivalents avant vous. Alors, l'originalité d'un article, la nouveauté d'un article, elle peut être trouvée de différentes façons. Par exemple, actuellement, je suis en train de rédiger un article avec Hicham,
Et donc, l'originalité, alors notre thématique de recherche de l'article, c'est l'économie circulaire. Et donc, l'originalité de notre article, c'est de dire que avant nous, il y a des articles scientifiques qui ont été publiés sur l'économie circulaire, mais ces articles ont été publiés sur des terrains d'études dans des pays très développés comme la France, l'Allemagne, etc. Or, nous, l'originalité de notre article, c'est d'étudier l'économie circulaire, mais dans un pays émergent. Et donc, on fait l'hypothèse que dans les pays émergents, il y a des spécificités qui font que finalement, la mise en place de l'économie circulaire n'est peut-être pas aussi simple que dans un pays très développé économiquement, etc. Et donc, l'originalité de notre approche, elle ne réside pas dans la méthodologie, parce qu'en fait, on va faire des entretiens semi-directifs, donc ça, c'est pas original en soi. Elle ne réside pas dans la thématique, puisque l'économie circulaire, il y a déjà des choses qui ont été faites avant nous, mais elle réside dans le choix du terrain. En même temps, on peut dire aussi quand même que l'économie circulaire, même s'il y a des chercheurs qui ont fait des choses avant nous, il y a quand même peu de travaux scientifiques qui ont été faits sur l'économie circulaire parce que c'est un thème qui est encore tout nouveau. Donc, on peut quand même dire que notre article, il est aussi nouveau du point de vue du thème parce que le thème, il est quand même un peu original. Donc, vraiment, quand vous allez écrire un article, posez-vous la question, est-ce que mon article, il est nouveau? Et en quoi il est nouveau? J'ai publié par exemple un article dans Economic Geography, qui est une revue classée rang 1, donc le top niveau au niveau mondial. Et l'originalité de mon article venait de la méthode que j'avais utilisée, puisque j'avais développé une nouvelle méthode d'économétrie spatiale pour mesurer les inégalités. Et donc, mon article a été publié parce que j'apportais une nouvelle méthode scientifique appuyée sur un nouveau cadre théorique que j'avais développé, qui était aussi, lui, nouveau. Donc, en fait, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, si votre article, vous voulez le publier dans une très bonne revue, il faut à tout prix trouver l'originalité, la nouveauté. Et puis, le deuxième point important qui va faire que votre article va être de qualité, c'est que les résultats que vous allez publier, ils ont soit une utilité théorique, c'est-à-dire qu'ils apportent des choses à la théorie, soit ils ont une utilité méthodologique, ça veut dire que vous apportez une nouvelle méthodologie. Exemple, vous avez lu un article en sociologie où ils utilisent une méthodologie particulière et vous voyez que dans votre discipline, par exemple en marketing ou en management stratégique, eh bien, cette méthode n'a jamais été encore utilisée. Et donc là, vous allez importer une méthode de sociologie dans votre champ disciplinaire qui est le marketing, le management stratégique ou l'économie de l'environnement ou l'économie appliquée. Et donc là, vous allez avoir une utilité méthodologique puisque vous allez apporter une méthode qui n'a pas encore été déployée dans votre champ de recherche. Et puis, les résultats vont être intéressants à avoir une utilité si ils ont une utilité pratique importante. C'est-à-dire, est-ce qu'ils résolvent un problème qui soit aussi bien important d'un point de vue du champ de recherche dans lequel vous êtes, ou bien s'ils sont utiles pour les entreprises, parce que justement, ils apportent des éléments nouveaux. Exemple, là, vous savez qu'il y a la crise du Covid-19, et donc là, il y a quelques articles nouveaux et utiles qui viennent de paraître sur le télétravail. Il y avait très peu de personnes qui avaient travaillé sur le télétravail, et donc là, le Covid-19 a fait qu'il y a beaucoup de chercheurs en management qui ont travaillé sur le télétravail et qui ont apporté des choses qui sont utiles pour les entreprises. Ils ont dit, bah voilà, le télétravail, c'est bien, mais par contre, ça pose des questions en termes d'isolement de la personne qui est en télétravail parce qu'elle n'a plus d'interaction. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc là, on a une utilité pratique de la recherche qui est publiée. Donc, nouveauté et utilité. Alors, comment vous allez faire pour identifier les éléments qui sont novateurs dans votre recherche et l'utilité de votre article? C'est tout simple. En faisant une bonne revue de littérature. Donc, on va voir ensuite comment on fait une bonne revue de littérature. Et puis aussi, il faut assister à des conférences et à des séminaires
J'insiste là-dessus et c'est ce que je conseille à tous mes collègues, c'est ce que je conseille à tous mes doctorants. Je leur dis, participez à plein de conférences et à plein de séminaires. Pourquoi? Parce que justement, dans ces conférences et ces séminaires, on vient présenter des nouveaux travaux. On vient présenter des travaux qui sont en cours, mais surtout des travaux qui sont tout nouveaux. Et donc, peut-être qu'en assistant à des conférences, vous allez dire, ah, alors lui, il ne bosse pas sur mon sujet, mais par contre, il utilise une méthode qui est toute nouvelle et qui pourrait s'appliquer sur mon sujet. Et donc, je vais prendre contact avec ce chercheur-là et je vais lui dire, est-ce que ça vous dirait de bosser avec moi sur votre méthode avec mon thème de recherche? Ou inversement, vous venez à une conférence, vous faites une présentation d'une méthode qui est originale et vous allez lui dire, et vous allez voir que la personne traite d'un thème de recherche et que votre méthode que vous proposez pourrait s'appliquer à son thème de recherche. Et vous pouvez du coup aller voir la personne et dire, j'ai une méthode qui pourrait vous intéresser, est-ce que vous voulez qu'on collabore ensemble? Donc, assister à des conférences et à des séminaires, c'est très utile parce que ça permet d'être, comment dire en anglais, up to date, c'est-à-dire d'être à jour, d'être au goût du jour de ce qui se fait des derniers travaux scientifiques sur votre champ de recherche. Et ça vous permet de vous faire avancer votre recherche. Ça vous permet de, quand vous avez la partie discussion, lorsque vous avez fini votre présentation, votre communication, vous avez souvent des chercheurs qui vous disent « Ah, mais vous n'avez pas cité tel auteur » ou tiens, je vous conseille telle et telle lecture qui pourrait vous être utile. » Et justement, ces lectures vous sont souvent utiles et vous permettent d'avoir une littérature qui est vraiment dense et qui est bien réalisée et qui vous permet justement d'être vraiment original. Alors, comment on organise logiquement un article scientifique? Alors, une introduction et une revue de littérature. Alors, en économie, parfois, dans certaines revues, la revue de littérature est incluse dans l'introduction. C'est-à-dire que dans certaines revues en économie, vous avez l'introduction, puis on passe directement à la méthodologie et à l'analyse des résultats et à la conclusion. Et donc, dans cette introduction, on va inclure la revue de littérature. Mais globalement, dans la plupart des revues en sciences de gestion et en économie, on a une première partie sur l'introduction, puis une partie sur la revue de littérature, la méthodologie, donc la méthode pour répondre à la problématique que vous avez développée, les résultats que vous avez trouvés, et puis comment votre étude contribue à faire avancer votre champ de recherche, vos champs de recherche. Et donc là, c'est la question de la discussion et de la conclusion. Alors, l'introduction, je vais vraiment insister là-dessus parce que vous pouvez avoir une super méthode originale, vous pouvez avoir des super résultats, vous pouvez avoir une super discussion et une super conclusion, une super revue de littérature, mais si votre introduction est mal rédigée, vous pouvez vous faire rejeter votre article scientifique. Donc, la rédaction de l'introduction, elle est vraiment fondamentale. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la revue Region, on reçoit plus de 3000 articles par an. On est 10 éditeurs, 10 membres du comité éditorial. Ça veut dire que, en gros, par an, on a 300 articles à arbitrer. Vous imaginez que 300 articles à arbitrer, on n'a pas le temps de lire l'intégralité de l'article avant de décider si on va le rejeter ou le mettre en évaluation. Et donc, ce que tout le monde fait, c'est que avant de décider si oui ou non on va envoyer l'article en évaluation auprès de 2 reviewers, de 2 arbitres, on va lire le résumé et l'introduction. Et sur la lecture du résumé de l'introduction, on va décider si oui ou non on va soit le rejeter direct, donc c'est ce qu'on appelle le death reject, ou si on va l'attribuer à 2 évaluateurs anonymes qui, eux, vont prendre le temps de le lire en entier, de l'évaluer de manière très précise, etc. Mais effectivement, nous, un rédacteur en chef de revue ou un rédacteur adjoint, il va souvent ne lire que l'introduction
voir éventuellement un petit peu la méthodologie, mais surtout l'introduction. Et donc, il faut faire une introduction qui va être très sexy, qui va présenter de manière claire quel est l'objectif de votre article. Alors, comment on structure une introduction? Là, je vous ai affiché la façon dont vous allez devoir rédiger une introduction. Tout d'abord, vous allez présenter des informations très générales sur votre sujet de recherche. Puis, très rapidement, vous allez dire pourquoi c'est important de travailler sur votre sujet de recherche. Donc là, il va falloir mettre en évidence la pertinence et l'intérêt de travailler sur votre sujet de recherche. Ensuite, vous allez devoir, avec 1 ou 2 paragraphes, expliquer qu'est-ce qui est connu sur votre sujet de recherche. Donc, c'est-à-dire réaliser un bref état des lieux de la littérature scientifique. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de mettre en évidence pourquoi votre étude doit être réalisée, doit être faite. C'est-à-dire quel est le gap, quelle est l'originalité de votre article. Puis ensuite, à partir de votre réponse à la question pourquoi votre étude doit être faite, vous allez rédiger de manière très explicite votre problématique, votre problème de recherche. Et enfin, vous allez présenter les objectifs de votre article, éventuellement la méthodologie, mais de manière très très succincte, et la structuration de votre article. Alors là, je vais vous prendre un exemple très concret d'un article que j'ai publié dans une revue internationale. Cet article, il portait sur la transition énergétique et l'acceptabilité sociale. Donc, information générale sur mon article, ce que j'ai dit, c'est que la question de la transition énergétique est une question d'actualité parce qu'il y a le changement climatique. Ensuite, dans ce contexte, il y a beaucoup d'importance et d'intérêt à travailler sur la transition énergétique et l'étude des énergies renouvelables et de leur déploiement dans les territoires. Qu'est-ce qui est connu? Et bien là, du coup, j'ai en 2 paragraphes expliqué que avant moi, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur la transition écologique et qui ont travaillé sur l'acceptabilité sociale des énergies renouvelables. Et en particulier sur les éoliennes, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés sur les éoliennes. Mais l'originalité de mon article, ça a été de travailler sur la méthanisation. La méthanisation, c'est une énergie renouvelable, mais qui n'avait pas encore été étudiée en termes d'acceptabilité sociale. Or, on s'aperçoit que un des gros problèmes au déploiement de la méthanisation en France, c'est le problème de l'acceptabilité sociale. Et donc, c'est un problème similaire qu'on retrouve sur les énergies éoliennes. Et donc, ma problématique de recherche était d'étudier dans quelle mesure et par quel processus l'acceptabilité sociale était un frein au déploiement de la méthanisation sur le territoire. Et donc, ensuite, je décline mes objectifs de recherche. Donc, mon objectif de recherche est de 1, apporter une contribution théorique et conceptuelle sur l'acceptabilité sociale des énergies renouvelables. 2, d'apporter une contribution thématique sur la question de l'acceptabilité sociale en étudiant non pas les énergies renouvelables, les énergies éoliennes qui ont déjà été beaucoup étudiées, mais en étudiant la méthanisation qui est vraiment originale, parce que ça n'a pas encore été étudié avant moi. Et puis 3, en proposant une méthodologie originale, puisque j'ai fait une analyse lexicométrique, donc c'est-à-dire que j'ai étudié quantitativement des articles de presse issus de la presse quotidienne régionale. Donc voilà, vous voyez l'introduction hyper importante. Là, je vous donne un exemple très simple. Mais voilà, des informations générales, pourquoi votre sujet est pertinent et pourquoi il faut travailler dessus. Qu'est-ce qui est connu et en quoi ce qui est connu avant vous mérite d'être développé. Quelle est votre contribution à la recherche? En quoi votre article est original? C'est quoi le gap? C'est quoi le trou dans la raquette que vous souhaitez combler?
et ensuite vous explicitez votre problématique de recherche. Donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, deuxième partie, la revue littérature. Alors la revue littérature, il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle un état de l'art il va falloir mettre en évidence de manière explicite les éléments qui vont faire que votre article est original. Un des gros problèmes qu'on rencontre dans les revues de littérature des chercheurs, c'est qu'ils ont tendance à faire des revues de littérature qui sont beaucoup trop générales et pas suffisamment spécifiques. Et je vois souvent des arbitres, des reviewers, qui disent, en fait, la revue littérature, elle est très bien, mais par contre, on ne voit pas où le chercheur veut en venir, et elle est trop générale, et donc elle ne met pas assez en évidence l'originalité de l'article. Donc, c'est vraiment important, dans votre revue de littérature, de sélectionner des articles sur lesquels vous allez vous appuyer, mais avec lesquels vous allez aussi montrer les limites. Et justement, montrant les limites des articles qui ont été publiés avant vous, vous allez dire, il y a des limites. Et donc, du coup, je vais essayer de lever ces limites et d'aller un peu plus loin que ce qu'ont dit les chercheurs avant moi. Donc, dans votre revue littérature, là aussi, l'objectif, c'est de mettre en évidence qu'est-ce qui a été fait avant moi et comment mon article va apporter des choses et des contributions. Et souvent, dans une revue littérature, on distingue le conceptuel et le théorique de l'empirique. Exemple, j'ai écrit un article sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Donc, dans ma revue de littérature, j'ai fait une première partie théorique conceptuelle sur c'est quoi les écosystèmes entrepreneuriaux. Donc, qu'ont dit les chercheurs avant moi sur les écosystèmes entrepreneuriaux, comment ils le définissent, etc. Et puis ensuite, j'ai fait une deuxième partie de ma revue littérature plus sur l'empirique, c'est-à-dire non pas la question c'est quoi un écosystème entrepreneurial, ça c'est le conceptuel théorique, mais l'empirique c'est plutôt qu'est-ce qu'ont trouvé les chercheurs à partir de leur étude empirique sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Et donc, ils ont montré que ce qui était important, c'était le rôle des financements, le rôle des institutions, le rôle du politique pour accompagner les entreprises, etc. Et ils ont appliqué ça sur telle et telle étude de cas. Donc, dans votre littérature, c'est aussi très important de pouvoir distinguer ce qui relève du conceptuel et du théorique et ce qui relève de l'empirique. Et donc, en faisant ça, vous allez pouvoir mettre en évidence en quoi vous allez contribuer à la littérature et en quoi, du coup, votre article est original. Et c'est souvent à la fin de la revue de littérature que vous allez émettre des hypothèses de recherche. Et ces hypothèses de recherche, elles ne sortent pas de nulle part, elles sortent justement de l'empirique, c'est-à-dire des études qui ont été menées avant vous et qui montrent que ce qui influence pas dans le marketing olfactif, ce qui influence le choix de tel ou tel produit, ça va être l'odeur, mais pas n'importe quel type d'odeur, etc., etc. Donc, en gros, les hypothèses doivent être basées sur des recherches empiriques qui ont été menées avant vous. Et vous partez de ces hypothèses-là que vous allez tester et vous allez vérifier ou non si ces hypothèses corroborent les travaux scientifiques antérieurs ou au contraire les contredisent ou les remettent en question. Donc ça, c'est la partie revue de littérature. La méthode, là aussi, il faut être hyper rigoureux. Il faut expliquer quelles données vous avez utilisées, comment vous les avez collectées. Donc, si c'est des études qualitatives, il va falloir expliquer que, par exemple, vous avez fait des entretiens semi-directifs, auprès de qui vous les avez réalisés, combien de temps ils ont duré, quels étaient les grands thèmes qui ont été abordés dans le guide d'entretien et comment vous avez ensuite analysé vos entretiens. Donc, vous avez fait du codage, comment vous avez fait le codage, etc. Si c'est des données quantitatives, eh bien, quelle base de données vous avez utilisée ou quelles données vous avez collectées,
quelle méthode vous avez utilisée. Donc là, si vous êtes en économie, vous devez préciser les données utilisées, la spécification du modèle économétrique, par exemple, et puis éventuellement les limites de la méthode économétrique que vous avez retenue, etc. Donc sur la méthode, il ne faut pas juste rédiger une demi-page, hein. Il faut vraiment rédiger de manière très précise votre protocole de recherche. Et vraiment aussi expliciter comment les données ont été traitées, hein. Donc ça, j'insiste bien là-dessus, que ce soit pour les entretiens semi-directifs ou des données quantitatives, il faut expliquer comment vous allez traiter les données. Et pas seulement dire, voilà, j'ai fait des entretiens semi-directifs auprès de 10 élus politiques, de 30 chefs d'entreprise, et voilà, c'est tout. Il faut expliquer que vous avez fait du codage derrière, que les entretiens ont été retranscrits, etc., etc., etc. Donc, essayez de développer au maximum pour avoir une partie qui est très robuste. Pourquoi j'insiste là-dessus, sur la méthode? C'est parce que, imaginons que vous êtes en économétrie, en économie. Souvent, par exemple, moi, si j'ai un article à évaluer, je vais regarder de manière très précise si la personne a utilisé de l'économétrie spatiale, s'il a bien précisé quel choix de matrice de pondération spatiale il a utilisé, s'il a bien justifié s'il utilisait pourquoi il utilisait un spatial d'Orbin model ou plutôt un modèle économétrique à erreur spatiale, etc. Donc moi, je vais être très rigoureux, je vais regarder de manière très précise si l'article correspond bien et la méthode développée correspond bien aux standards des autres articles publiés concernant la méthode. Et si vous êtes plus en qualitatif, je ne peux que vous inviter à aller lire des articles qui ont été publiés et qui présentent comment les entretiens semi-directifs ont été traités, etc. Donc la méthode, c'est vraiment important et vous pouvez vous faire rejeter un article parce que votre méthode a été mal expliquée, n'a pas été explicitée comme il fallait. Sur la partie résultats, c'est la question, qu'avez-vous trouvé? Et là, c'est important aussi de donner tous les résultats et rien que les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, il y a aussi des articles qui peuvent être refusés après arbitrage, tout simplement parce qu'en fait, le chercheur a essayé de faire dire des choses aux données alors que les données ne permettaient pas de le dire. Donc, concentrez-vous sur vos résultats et uniquement vos résultats. Vous pouvez éventuellement dire, donc là, les données montrent que le taux de chômage a une influence sur l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas dire que le niveau d'éducation a une influence sur l'entrepreneuriat si vous n'avez pas utilisé de données liées au niveau d'éducation dans votre modèle. Donc c'est vraiment important de dire tous les résultats et rien que les résultats. Dans un tableau économétrique, si vous avez un modèle qui présente des résultats qui sont non significatifs, c'est déjà un résultat en soi de dire que il y a certaines données certains résultats qui sont très significatifs et d'autres qui ne sont pas significatifs. Et donc expliquer pourquoi, par exemple, le taux de chômage est non significatif et n'explique pas la croissance économique. Et donc là, il faut essayer de trouver des arguments et d'expliquer pourquoi. Pareil pour les entretiens semi-directifs, faut donner tous les résultats et rien que les résultats et ne pas faire dire des choses à une personne que vous avez interviewée alors qu'elle ne les a pas dites. Donc appuyez-vous sur vos arguments à partir de vos données, que ce soit des données quantitatives ou des données qualitatives, mais surtout ne dites rien que les résultats. La partie discussion, elle est aussi importante. Vous devez discuter de la signification de vos résultats. Alors cette partie discussion, parfois elle est inclue dans la conclusion ou parfois c'est une partie dédiée, ça dépend des articles. Et du coup, vous devez discuter les résultats. Est-ce que vos résultats confortent, contredisent votre hypothèse de départ? Donc du coup, les articles scientifiques ont été publiés avant vous. Est-ce que les résultats améliorent les résultats de recherche précédents? Et donc, ça veut dire concrètement que vous devez faire un retour à la littérature. On a montré que
On a montré que le niveau d'éducation influençait de manière très significative la croissance économique des pays. Et donc, tout cela confirme les travaux antérieurs, puisque qu'on cite tel ou tel auteur, on s'aperçoit qu'il trouve les mêmes réponses que nous. Donc, il faut vraiment aussi insister sur comment vos résultats viennent conforter ou contredire les résultats antérieurs, mais aussi viennent améliorer les résultats. Parce que l'objectif, c'est de montrer que votre article est original et que vos résultats sont originaux. Donc, il faut montrer en quoi vous apportez votre pierre à l'édifice. Et puis aussi, alors ça, c'est un peu dans la discussion, ça peut apparaître dans la conclusion, ça dépend, comment votre article peut déboucher sur un nouveau questionnement, une nouvelle piste de recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle la perspective ou l'ouverture. Dans cette discussion, c'est aussi important de parler des limites de l'étude. Votre article, ce n'est pas le meilleur du monde. Ce n'est pas possible de faire l'article parfait. Et donc, forcément, il y a des limites. Et donc, c'est aussi important de savoir dire, là, on aurait bien aimé aller plus loin, mais on n'avait pas les données. Ou alors, on a étudié ça sur une région en particulier, mais il faudrait justement étudier d'autres régions parce que peut-être que les résultats seraient différents sur d'autres régions. Donc, à la fois, vous montrez la limite et vous présentez des perspectives futures de recherche. Donc, cette partie de discussion, elle est aussi très importante dans un article scientifique. Et enfin, la conclusion, il faut que le lecteur, il se rappelle de quoi? Voilà, il se rappelle de quelque chose. Et donc, c'est là qu'il va falloir rappeler la question initiale. Donc, l'objectif de mon article était de démontrer que, principaux résultats, par rapport à ce questionnement-là, on a utilisé telle méthode et voilà nos principaux résultats qu'on montre. Comment ces résultats ont une implication scientifique et opérationnelle. D'un point de vue scientifique, nous contribuons à la littérature en démontrant que blablabla. Et puis aussi, nos résultats permettent aussi d'éclairer les managers de demain, puisque nous montrons que blablabla. Et donc, peut-être que dans les entreprises, à l'avenir, il faudrait faire comme ci ou comme ça. Donc, il faut vraiment insister sur les implications, qu'elles soient managériales, opérationnelles ou scientifiques, de votre article. Et puis, les futures directions de recherche, comme je l'ai dit. Donc, voilà comment on rédige un article scientifique. Alors, encore une fois, comme je vous le disais, avant d'envoyer un article scientifique en double aveugle, en évaluation, il faut d'abord savoir bien le vendre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'introduction et le résumé de l'article sont des éléments essentiels. Donc, les premières impressions de votre article sont fondamentales. Concrètement, là, si je vous pose la question, est-ce que vous préférez manger dans le restaurant de gauche ou dans le restaurant de droite? A priori, le restaurant de droite donne un peu plus envie d'aller manger dedans que le restaurant de gauche. Sauf que ça tombe au final, peut-être que dans le restaurant de droite, c'est que des plats surgelés, congelés et que le chef cuistot n'est pas très bon. Et par contre, dans le restaurant à gauche, c'est que des produits maison et que le chef est très très bon et que c'est très très bon. Sauf que, comme je vous l'ai dit, si vous n'arrivez pas à bien vendre votre article dans l'introduction et le résumé, à pas montrer l'utilité et l'originalité de votre article, le risque c'est que la personne ne rentre pas dans votre restaurant. Donc en gros, le risque c'est que le rédacteur en chef rejette directement votre article et ne l'envoie pas en évaluation. Donc c'est vraiment très très important de bien vendre votre article avec le résumé et l'introduction. Le résumé, c'est très simple. Il doit comprendre l'importance du sujet, l'intérêt de votre étude, la méthodologie, l'importance des résultats et les implications. Le titre, il est aussi très important. Le titre, il faut qu'il présente de manière très précise c'est quoi le thème de votre article et c'est quoi la contribution de votre article. Exemple, pour ici, un article scientifique a été publié dans la revue d'économie régionale et urbaine. Donc, c'est 2 chercheurs qui ont publié un article sur
Donc là, il présente dans le titre une approche novatrice du marché du travail urbain de Bogota, le prisme de la qualité et de l'emploi. Donc là, vous allez voir que donc c'est le résumé. Je vous ai fait un copier-coller du résumé. Première partie du résumé, il présente l'importance du sujet, l'intérêt de l'étude. Ensuite, ils disent en quoi leur article il est original. Ensuite, ils présentent la méthodologie. Et enfin, ils finissent sur l'importance des résultats et comment les résultats qu'ils ont produits ont une implication pour le futur. Donc là, première partie de l'article, on présente le marché du travail urbain en Amérique latine, qui a été longtemps considéré soit comme du travail formel ou du travail informel. Mais par contre, ils expliquent que justement, cette dichotomie entre travail formel et informel, elle était beaucoup critiquée ces dernières années. Et donc, par conséquent, l'originalité de l'article, c'est d'essayer de dépasser cette dichotomie travail formel, travail informel, pour aller un peu plus loin et pour proposer le concept de qualité de l'emploi. Finalement, on peut avoir du travail. En fait, ce que les chercheurs disent, c'est qu'on peut avoir du travail informel de très bonne qualité et du travail formel de très mauvaise qualité. Et donc, ils développent le concept de qualité de l'emploi. Et pour ça, ils proposent une méthode originale pour mesurer la qualité de l'emploi. Et donc là, ils expliquent, ce papier propose une méthodologie originale basée sur la statistique multidimensionnelle visant à produire un indice contextualisé de qualité de l'emploi. En vert, ils présentent leurs principaux résultats, qu'est-ce qu'ils montrent dans leur... Et enfin, en noir, la qualité de l'emploi apparaît comme étant la résultante de différents facteurs sociaux. Voilà. Donc, le résumé, hyper important, j'insiste là-dessus aussi, travaillez ça de manière très très fine, parce qu'un mauvais résumé, ça donne une mauvaise image du restaurant, de votre article, et donc ça peut parfois rebuter le lecteur, et donc pas donner envie au lecteur de lire votre article. Alors, comment s'y prendre? Il faut maîtriser à tout prix les codes de la communication, de la recherche, et donc exprimez-vous clairement. L'objectif n'est pas d'impressionner le lecteur, mais de faire comprendre et d'écrire simplement au lecteur un article qu'il va lire facilement. Donc là, je passe parce que je vois que le temps avance. Pour terminer, dernière partie de ma présentation, je pense que j'en ai encore pour 10 petites minutes, après je pourrais prendre les questions. Avant de soumettre votre article, auto-évaluez-vous. Première question que vous allez vous poser, est-ce que mon article correspond à la ligne éditoriale de la revue? Oui, non. Si oui, c'est bon. Sinon, vous devez changer de revue. Est-ce que mon article est original? Est-ce qu'il apporte une contribution? Est-ce que dans mon introduction, j'arrive à montrer que mon article est original et que mon sujet il est important? Si oui, tant mieux. Sinon, j'essaye de retravailler mon article, mon introduction, de façon à mieux mettre en évidence l'originalité de mon article. L'organisation de l'article, la qualité rédactionnelle. Est-ce qu'il est bien organisé? Est-ce que mon article est clair, propre, bien écrit? La cohérence et la pertinence de la littérature mobilisée. Est-ce que ma littérature que je mobilise, elle est bien cohérente avec mon thème de recherche? Est-ce que je ne pars pas dans tous les sens dans ma revue de littérature? La conception de l'étude. Est-ce que je présente de manière claire ma méthode? Est-ce que l'analyse des résultats elle est bien réalisée? Est-ce que mes résultats apportent quelque chose et sont en lien avec ma problématique? Et puis ensuite, est-ce que dans mes conclusions, j'arrive à montrer et à rappeler mes conclusions, à montrer les limites et à présenter les futures orientations? Et si vous répondez oui à chacune de ces questions-là, là, on peut dire que votre article il est prêt. Et une fois qu'il est prêt, vous pouvez du coup l'envoyer à la revue scientifique que vous visez. Alors souvent, chaque revue scientifique demande à ce que, en plus de l'article scientifique, vous rédigiez un courrier adressé au rédacteur en chef. Ce courrier, il est très simple, il doit faire 1 page maximum et il doit expliquer plusieurs choses. La première chose, qui vous êtes. Donc, je m'appelle Sébastien Bourdin, je suis professeur en géographie économique à l'école de management de Normandie et je vous soumets un article aujourd'hui intitulé « 2 points », vous donnez le titre de l'article. Cet article est original et n'a pas été soumis en même temps dans une autre revue. Point. Deuxième paragraphe, vous présentez le cadre général de votre recherche. Donc cet article traite de cette question-là.
Vous devez exposer, en gros, on a utilisé telle méthode dans mon article, et on arrive à des résultats qui sont originaux et qui sont ces résultats suivants. Et vraiment vous argumentez aussi à la fin sur l'intérêt de votre article pour la revue et son lectorat. Donc, nous pensons que notre article correspond à la ligne éditoriale de la revue parce qu'il aborde des questions territoriales et que votre revue d'économie régionale et urbaine aborde des questions spatiales, géographiques, territoriales. Voilà, point. Et vous finissez votre lettre. Ce courrier, il est important. Il ne faut pas le bâcler. Il faut vraiment porter beaucoup d'attention parce que il va donner une indication aussi au rédacteur en chef pour savoir s'il va le refuser direct ou bien s'il se dit, bon, ok, ça correspond à l'éditorial, tout ça, donc je vais pouvoir l'envoyer en évaluation. Alors, vous connaissez tous le processus d'évaluation, comment ça se passe, mais là, je le résume en une phrase, enfin, en un schéma. Donc, vous envoyez un article au rédacteur en chef de la revue et deux possibilités. Soit il est refusé direct, donc comme je vous l'ai dit, il est refusé s'il n'est pas original, si il n'est pas rigoureux, s'il ne correspond pas à la ligne éditoriale. Si par contre il correspond à l'éditorial, là le rédacteur en chef va l'attribuer à un éditeur associé de la revue et l'éditeur associé va nommer 2 évaluateurs et ces 2 évaluateurs ne vont pas connaître le nom des auteurs. Tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'auteur ne connaît pas le nom des 2 évaluateurs. Les évaluateurs vont rédiger un rapport et vont proposer soit l'acceptation de l'article, soit le refus de l'article, ou la plupart du temps, des révisions, en disant votre article, il peut être publié, mais par contre, il y a quand même des choses qui ne vont pas, et donc il va falloir prendre en compte tel et tel point. Donc c'est très important. Lorsque l'évaluateur vous dit qu'il y a ça et ça, tel et tel point dans l'article qui ne va pas, de prendre en compte spécifiquement toutes les attentes des évaluateurs. Ça arrive souvent que vous ayez un évaluateur qui est plutôt sympa, qui estime que votre travail est de qualité, et puis que vous avez aussi un évaluateur qui va vous dire que votre article, il n'est pas du tout au niveau, que ça ne va pas, etc. Donc parfois c'est très compliqué parce que vous pouvez avoir un évaluateur qui vous dit la méthode elle est très bien et l'autre évaluateur qui vous dit la méthode ne va pas du tout. Un évaluateur qui va dire la revue littérature est très bien et l'autre qui vous dit la revue littérature n'est pas bien du tout. Donc il faut savoir jongler et c'est là que c'est pas évident entre les 2 évaluateurs. Quand vous faites les révisions d'un article, c'est hyper important quand vous faites les révisions d'un article d'avoir une lettre de réponse aux évaluateurs. Donc, vous faites les révisions de votre article. D'abord, tous les changements dans votre texte, vous devez les faire d'une autre couleur. Exemple, mon texte, il est écrit en noir, mon article est écrit en noir. Un des évaluateurs me dit la revue littérature, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous faites un changement de la revue littérature, vous le faites apparaître en bleu, en rouge dans votre texte, dans votre article, et comme ça, l'évaluateur va voir que vous avez modifié votre texte. Donc, c'est très important de faire apparaître les modifications dans votre texte. Si vous renvoyez un article modifié et que l'évaluateur, il ne voit pas les modifications parce qu'en fait, vous avez fait les modifications en noir et que du coup, c'est compliqué de trouver les modifications, ça ne va pas lui plaire. C'est un jeu de séduction entre l'évaluateur et vous, donc il faut savoir le séduire. Donc pour le séduire, il faut bien faire apparaître et lui faciliter la vie. Donc les modifications d'une couleur différente dans le texte et écrire une lettre dans laquelle vous allez expliquer tous les changements que vous avez effectués. Donc là, je vous ai mis un exemple de lettre. De toute façon, le PowerPoint, vous allez pouvoir le récupérer. Donc, vous pourrez vous prendre exemple sur ça. Donc, cher évaluateur 1, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre manuscrit intitulé blablabla. Nous avons examiné vos commentaires avant de réviser le manuscrit en profondeur. Nous avons trouvé les commentaires utiles et nous pensons que notre manuscrit révisé représente une amélioration significative par rapport à notre soumission initiale. En réponse à votre suggestion, nous avons, et là, du coup,
c'est très important, nous avons effectué les points suivants. Donc là, vous reprenez le commentaire de l'examinateur. Donc là, j'ai pris un commentaire d'examinateur. Donc dans votre analyse des données, vous avez choisi d'utiliser une fonction d'ajustement quelque peu obscure, une régression. À mon avis, une simple fonction gaussienne aurait suffi. De plus, ces résultats seraient plus instructifs et plus faciles à comparer aux résultats précédents. Donc ça, c'est une remarque que l'évaluateur vous a faite. Et donc là, réponse. Nous sommes d'accord avec l'évaluation de l'analyse faite par l'examinateur. La fonction utilisée rend impossible l'interprétation complète des données. Nous avons reconduit l'analyse en utilisant une fonction d'ajustement gaussienne, voire page 5, paragraphe 3. Donc là, vous faites référence à votre article et aux modifications de votre article. Et nous avons justifié notre choix en mobilisant les travaux développés par Dupont et al. 2008. Et donc, cette lettre de réponse, elle doit répondre point par point aux commentaires des examinateurs. Si vous ne faites pas cette lettre de réponse ou si vous la bâclez, il y a beaucoup de chances que votre article soit refusé. Donc, prenez beaucoup d'attention à répondre aux évaluateurs. Alors, en cas de révision pour votre article, parfois les évaluateurs vont vous demander de réaliser des analyses supplémentaires. Si c'est impossible parce que vous n'avez pas les données, il faut expliquer pourquoi ce n'est pas possible, parce que vous n'avez pas les données. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec un examinateur, c'est possible. Par contre, il faut argumenter, citer des travaux publiés qui montrent que finalement, peut-être que c'est l'examinateur qui a tort et vous qui avez raison, mais tout ça, il faut l'argumenter. Si vous argumentez pas, l'examinateur va dire, en fait, il n'a pas répondu à mes attentes, il n'a pas su justifier, donc je refuse l'article. Et puis, respectez les délais de réponse. Si on vous dit qu'il faut répondre à un article, renvoyez votre version révisée dans 2 mois, renvoyez-la dans 2 mois et pas dans 6 mois. Pourquoi votre article est refusé? Parce que les données sont incomplètes, parce que la méthodologie est inappropriée, parce que les résultats sont insuffisants, parce que votre article n'est pas suffisamment original, parce que les motivations de l'article ne sont pas explicites, etc., etc. Si votre article est publié, bravo. Bravo, mais ça ne suffit pas. La dernière étape, et je terminerai par là et après j'ai fini, il faut faire connaître sa recherche. Et donc publier, c'est bien, mais faire reconnaître sa recherche, c'est mieux. Pour faire reconnaître votre recherche, vous participez à des conférences, vous dites je vais présenter mon article scientifique qui vient d'être publié. Vous faites de la valorisation, de la vulgarisation dans les tribunes de presse, dans des interviews. Vous faites la promotion de vos articles scientifiques sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter. C'est hyper important. Et de plus en plus de chercheurs sont sur Twitter, justement, et LinkedIn, et font la valorisation de leurs travaux scientifiques. Et donc, si vous voulez être lu et cité, ça ne suffit pas de publier votre article, il faut aussi pouvoir en faire la promotion. Et si vous en faites la promotion, vous aurez plus de chances d'être lu, cité, du coup, de voir vos articles connus et d'être connus dans votre champ de recherche. Donc, publier, c'est bien. Faire connaître sa recherche, c'est mieux. Voilà, j'ai fini. Et maintenant, écoutez, il nous reste 25 minutes pour les questions, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Merci Sébastien. Merci beaucoup. C'est une très belle présentation, très riche. Je laisse directement la parole à mes participants. Nos participants, vous pouvez intervenir si vous avez des questions. D'ailleurs, j'ai quelques questions. Vous avez, Sébastien, tu as parlé de, surtout, tu as mis l'accent sur le marketing des publications ou de la recherche scientifique. Si on peut transposer le marketing vers ce... Ouais. C'est tellement important, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, vous avez la possibilité d'intervenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler de vive voix, les participants. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez juste lever la main. Et comme ça, je pense quelqu'un... Oui, n'hésitez pas à poser les questions, à ouvrir votre micro, à poser les questions. C'est bon, je commence juste par une question, Sébastien. Vas-y. Au Maroc, on a CNRST. Ça, c'est pour évaluer. C'est un organisme pour évaluer généralement les publications, pour héberger les revues marocaines. En France, comme d'ailleurs tu le sais, on a CNRS, FNEJ, HCR. Est-ce que tu peux en parler rapidement et comment fonctionne et ça, comment impacte ou plutôt la classification? Deuxième question, un étudiant de master, est-ce que peut publier aujourd'hui? D'ailleurs, en France, et même toi aussi, il faut publier généralement. Ça, c'est pour conscientiser nos étudiants. On a des étudiants de master. Est-ce qu'ils peuvent publier au moins une partie ou même l'intégralité de leurs travaux, projet fin d'études? Et par la suite, je vais te donner quelques questions.
Ok. Alors, effectivement, c'est très important. En fait, si vous voulez être reconnu dans votre champ de recherche, c'est mieux de publier dans des revues académiques qui sont classées. Donc, en France, on a la FNEJ, donc, qui est l'organisme qui publie, pardon, qui certifie la qualité des revues. Alors, il y a FNEJ 4-3-2-1. Donc, si on publie dans une revue FNEJ rang 1, c'est le meilleur rang. Donc, c'est par exemple la revue l'Academy of Management, par exemple. De rang 2, il y a la revue Management International, et puis, ou la revue française de gestion. Et puis, de rang 4, on peut avoir par exemple Management et Avenir. Donc, comment on évalue, comment les experts évaluent la qualité des revues scientifiques? Ben, ils posent des questions sur le bilan éditorial de la revue, donc combien d'articles ont été reçus, combien d'articles ont été refusés, combien d'articles ont été évalués, quel a été le délai, les délais pour évaluer les articles, comment est composé le comité de rédaction, quelle est la qualité scientifique du comité de rédaction. On pose aussi des questions sur comment se passe le processus d'évaluation. Et quelle est la rigueur scientifique du processus d'évaluation, tout ça. Et donc, c'est sur tous ces éléments-là qu'on va ensuite classer une revue 4, 3, 2 ou 1. Et donc, plus la revue est mieux classée, plus c'est difficile d'y publier. Hein. Par exemple, j'ai publié un article dans la revue Regional Studies. Alors, Regional Studies, ils publient environ 100 articles par an et ils reçoivent environ 5000 articles par an. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% des articles qui sont publiés. Après, il y a des revues qui reçoivent une centaine d'articles et qui en publient une trentaine. Donc, ça fait que ça laisse un peu plus de place pour être publié. Donc, plus vous allez taper dans des revues très bien classées, et plus ça va être difficile d'être publié. Mais je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer de viser haut. Et puis, si vous visez haut, vous allez avoir, si votre article il est en évaluation, et même si votre article il est refusé au final, eh ben, c'est une bonne expérience parce que du coup, vous allez avoir des retours des évaluateurs qui vont vous aider à améliorer votre article. Et donc, vous prenez, même si votre article est refusé, vous prenez en compte les remarques des évaluateurs et vous avez du coup amélioré votre article et vous pouvez le soumettre dans une autre revue. Donc, c'est vraiment important. Donc voilà comment ça se passe. Donc le CNRS, la FNEJ classe les revues. Et puis au niveau international, c'est le classement ABS qui est le plus connu et qui classe les revues en économie et en gestion. Et puis sur ta question sur les étudiants de master, alors on sait qu'il y a effectivement beaucoup d'étudiants de master qui font des très bons mémoires d'excellente qualité. Alors moi, ce que je fais, c'est que souvent, je propose, quand il y a un super mémoire de très bonne qualité, je propose à mon étudiant de master de co-publier. Avec le professeur. Donc, Voilà. En général, je propose de co-publier. C'est difficile pour un étudiant de master tout seul de publier dans une revue académique scientifique parce que justement, l'étudiant de master ne sait pas comment on rédige un article scientifique précisément. Il ne connaît pas tous les filons, il ne connaît pas toutes les astuces, tous les prérequis. Et donc, le risque, c'est qu'il rédige un article scientifique qui ne soit pas au niveau, et quand bien même les résultats, la méthodologie, tout ça, c'est super, mais par contre que ça ne corresponde pas aux attentes. Donc, ça m'arrivait 2 fois de publier un article scientifique avec un étudiant de master, mais c'était une publication en binôme, pas en solo, ouais. Très bien, mais en fait, la question que je viens de poser concernant l'exigence de la revue, est-ce que le revue, au fait, de voir un étudiant de master, ça peut Ouais, ça peut influencer? être, oui, ça peut arriver. Si vous visez une revue classée, si Voilà. vous êtes un étudiant de master, la revue va refuser l'article. Elle Voilà. demande à ce que vous soyez minimum doctorant, Voilà. doctorant, quoi, voilà. Mais le rédacteur en chef va refuser. C'est pour ça que du coup, il faut forcément co-publier avec un étudiant de master s'il a un bon article, un bon sujet, parce qu'il ne pourra pas le publier seul, ouais.
Merci Sébastien. On aura d'autres questions. Cher professeur Younes Karam, c'est un professeur à l'AFP. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît, Younes. D'accord, merci Merci. beaucoup, Seisha. Voilà, à mon tour, donc, je tiens à vous remercier, professeur Bourdin, pour cette présentation donc, très intéressante par sa richesse et parce qu'il touche à tous les points que peut donc, se poser un chercheur, donc de A à Z. Merci à vous également, donc, Shtabi et Boudhar, pour l'organisation de cette conférence. Donc, ma question est relative surtout au point lu et cité. Et là, donc, je parle d'un un point qui peut jouer en quelque sorte dans le fait que l'article soit beaucoup lu et cité, c'est l'impact du réseau. C'est-à-dire Oui. que en fait, un chercheur doit constituer un réseau depuis le lieu du travail, c'est-à-dire le département, l'équipe de recherche, le laboratoire, etc. Et cela devient un code pour qu'il soit donc lu et cité dans ce sens-là. Et merci à vous. Merci beaucoup, Younes. Complètement d'accord avec vous. C'est hyper important de bien être inscrit dans les réseaux. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faut participer aux colloques et aux séminaires. C'est le meilleur moyen de se créer son réseau. Et en se créant un super bon réseau, et bah, du coup, c'est aussi plus facile d'être lu et cité. Donc, le réseau, il est fondamental. Et c'est aussi ce que je conseille à tous mes doctorants, c'est de se créer un réseau très rapidement, de participer aux colloques spécialisés dans leur domaine de recherche et d'y participer tous les ans et de participer au maximum à toute la vie scientifique parce que sans réseau, bah, finalement, on n'est aussi pas lu. Donc, complètement d'accord avec vous, chers collègues. Merci. Très bien. Donc, j'attends l'intervention de quelqu'un. Mais je ne sais pas, est-ce que tout le monde peut intervenir? D'ailleurs, les micros sont activés. Si vous voulez les activer, bien sûr, sont autorisés au fait. Une autre question sur laquelle je ne suis pas un petit peu d'accord avec vous, Sébastien. Ouais. C'est pas d'accord, mais au fait, au moins dans le domaine du management, la méthode de recherche en management sur comment générer une hypothèse. En fait, vous avez dit qu'il faut la dégager du terrain. De la revue de littérature, ouais. Ah bon, tu as pas dit de la revue de littérature, mais surtout des résultats empiriques. C'est ça, Sébastien, non? Oui. Normalement, ici, pour les recherches dans le domaine du management, on a quelques logiques ou quelques approches, surtout les déduction, induction, abduction. Donc, oui. Si je prends juste l'hypothétique déductive, dans ce cas, on connaît bien sûr le chemin, c'est la revue de littérature, après les hypothèses, et ces hypothèses restent comme des questions provisoires à la problématique, ou à la grande question, à l'objet de la recherche, et par la suite, on descend dans le terrain, bien sûr, pour les contextualiser. Je contextualise le modèle conceptuel, et enfin, peut-être on va même confirmer notre modèle conceptuel ou juste les hypothèses. Donc, pour nous, on travaille sur ce côté. Les hypothèses sont dégagées de manière générale, sont dégagées de la revue de littérature, des théories, des lois, etc., mais avec contextualisation. Moi, je suis d'accord. Oui, non, bien sûr, oui, tout dépend aussi si on fait de l'abductif, de l'hypothético-déductif, etc. Donc, ça dépend aussi des méthodes utilisées, bien évidemment. Mais voilà, en gros, en tout cas, dans tous les cas, la formulation de l'hypothèse, elle vient pas de nulle part. Elle se base sur la littérature scientifique antérieure, que ce soit d'un point de vue théorique ou empirique. En général, c'est plutôt empirique, mais ça peut être aussi théorique, ça dépend. Mais effectivement, oui, je suis d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il faut aussi les formuler de manière très claire pour savoir, enfin pour bien mettre en évidence ce que le chercheur cherche à montrer, à démontrer dans son article. Ça, c'est hyper important de le mettre en évidence. Ouais. Oui, il faut qu'il soit argumenté et bien appuyé.
Oui, sur... exactement, ouais. Ouais, exactement, ouais. Bon, moi, je ne sais pas, j'attends s'il y a des interventions de la part de nos doctorants, nos professeurs. Sinon, je termine par une dernière question. Vous avez évoqué, Sébastien, est-ce que vous êtes sympa ou prédateur en évaluation? En évaluation, c'est assez simple, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un potentiel pour l'article scientifique, je veux lui donner sa chance. C'est-à-dire, alors, sauf si l'article il est vraiment mal rédigé ou si il est pas bon, quoi. Enfin, voilà, là, je le refuse. Mais sur tous les articles que j'ai évalués, la plupart du temps, je mets révision majeure et donc je laisse une chance aux auteurs de se rattraper dans un second tour. Parce que, enfin voilà, si l'article vaut le coup et si je vois que les résultats, etc., bah, je suis plutôt en mode j'accompagne le chercheur à faire en sorte que son article soit publié. Donc parfois mes rapports sont très très longs, très détaillés, exigeants, mais je laisse souvent la chance aux chercheurs de réviser leur article. Alors après, j'adapte aussi mon évaluation au niveau de la revue. Si c'est une revue de rang 1, bah forcément, je vais être beaucoup, beaucoup plus exigeant que si c'est pour une revue de rang 4, où là, je vais être beaucoup moins exigeant. Mais en général, je laisse quand même la chance aux auteurs de se rattraper pour un second tour. Donc, très bien. Othman, je pense, j'ai vu que vous avez levé la main, si vous voulez. C'est bon. Sinon, euh, voilà. Bon, une autre question, parce que j'ai pas. On a. Oui, oui, oui. Allez-y, Amina. Amina Chaoui, vous avez la parole. Activez le micro et vous pouvez intervenir. Amina, juste Oui, activez. Voilà, Amina. bonjour tout le monde, vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Et, merci Monsieur Hicham, merci Monsieur Bourdin pour la qualité de votre présentation. Alors Monsieur, vous avez mis le point sur la revue de littérature et j'ai compris que c'est le point de départ d'un travail original. Et Oui, je veux bien savoir parce qu'on m'a proposé de faire une revue de littérature systématique. Et oui. j'ai essayé de cerner le concept, mais je n'arrive pas toujours à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la revue de littérature systématique. Si vous pouvez, s'il vous plaît, Ouais. me donner une idée sur ce concept. Très Alors bien. en Et fait, merci. Bon, merci Amina. À donc toi. sur la revue systématique, en gros, ça permet d'identifier, de sélectionner, d'évaluer et de résumer les études primaires, des données, des résultats de recherche sur une question précise. Donc l'idée là, c'est qu'on suit un protocole extrêmement précis, puisque l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une vision exhaustive de tous les articles qui ont été publiés avant vous sur un sujet précis. Et donc, il faut identifier toutes les preuves publiées auparavant. Et du coup, c'est une revue systématique. C'est très long parce qu'il faut examiner et critiquer parfois les affirmations qui peuvent être contradictoires entre des chercheurs. Par exemple, un chercheur dit ça se fait comme ça, et puis l'autre qui dit non, ça se fait comme ça sur un sujet particulier. Il faut soulever les problèmes de fiabilité. Enfin, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. La revue systématique de littérature, en gros, on demande d'en faire une souvent en début de thèse. C'est pour avoir un état des lieux complet et total de ce que les chercheurs ont dit avant vous sur votre sujet. Alors qu'une revue de littérature pour un article scientifique, c'est une revue non pas totale, mais une revue spécifique, un état des lieux spécifique sur votre question de recherche qui est spécifique. C'est ça la différence entre les deux. Mais du coup, la revue systématique, elle est très difficile à réaliser parce qu'il faut essayer de passer à côté de moins de choses possible.
Ce que je conseille, moi, c'est d'aller chercher, quand on fait une revue de littérature systématique, c'est d'aller prendre un article scientifique dans une très grosse revue bien connue, qui a été publié très récemment sur le sujet sur lequel on va faire une revue de systématique. Et en général, dans ces articles-là, il y a une sélection, il y a une revue de littérature qui est faite et qui reprend les gros articles qui ont été publiés, donc ceux qu'il faut à tout prix aller lire. Et ensuite, à partir de ces articles que vous avez lus et qu'il faut à tout prix lire, et ben, vous avez ensuite pouvoir aller piocher dans des autres articles, etc. Mais c'est un vrai travail qui est difficile, en général qu'on demande quand même en début de doctorat, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que bah, le chercheur, il ne passe pas à côté d'un article qui soit important pour son sujet de recherche. Merci beaucoup. Je vous conseille, Chaoui, de revenir au fait sur quelques méthodes qui conduisent généralement les chercheurs à bien mener la revue de littérature. C'est tellement important. Voilà, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose? C'est Hicham. Oui, professeur Boudhar. Merci, chers collègues. Je remercie notre conférencier Bourdin, le professeur Bourdin, pour la qualité de sa présentation. Alors, moi, j'ai une toute petite question concernant la langue de rédaction des articles et des travaux scientifiques de manière générale. Alors, déjà, nous, on est francophones, donc on rédige des thèses en français. En France, la même chose. Oui, mais on est obligé de faire des travaux, des articles en anglais, même pour les Français aussi. Donc, ouais. est-ce que on est obligé de doubler l'effort pour pouvoir publier en anglais, ou est-ce qu'on peut se contenter de rédiger et de publier en français dans des revues françaises, mais des revues indexées et reconnues mondialement sur le plan du classement international? Merci. Oui, en fait. Sébastien, si tu me permets, Ouais. j'ajoute juste une question, ou plutôt une sous-question par rapport à la question de professeur Aslam. Quelques conseils à nos étudiants marocains. Bien sûr, Sébastien vient de citer cela. Est-ce que vous conseillez les doctorants, les chercheurs de publier en français ou en anglais? Bien sûr, les deux. Mais voilà, je vous laisse juste dire quelques mots. Ouais. Je pense qu'il faut d'abord publier en français parce que ça permet, c'est plus simple de publier en français parce que du coup c'est notre langue, etc. Et puis ça permet aussi d'être, c'est rassurant. Et en même temps, il faut aussi faire l'effort de publier en anglais parce qu'on s'adresse souvent à une autre communauté scientifique, que je sois, encore une fois, peu importe le champ de recherche dans lequel je suis, bah, il faut savoir que, en fait, dans mon champ de recherche dans lequel je suis et dans lequel vous êtes, bah, la plupart des publications scientifiques dans le monde ne sont pas réalisées en français, mais sont réalisées en anglais. Et donc, ça veut dire que si vous ne publiez pas en anglais, vous ne permettez pas à des chercheurs anglophones qui ne parlent pas le français de lire vos articles. Et ça tombe, ces chercheurs anglophones, ils peuvent être super intéressés par votre travail, sauf qu'ils ne savent pas lire le français. Et donc, du coup, ils peuvent passer à côté de vos travaux qui peuvent être super originaux, super bien, d'excellente qualité, et passer à côté, puisque du coup, ils ne parlent pas français. Donc, je pense que c'est une stratégie en deux temps. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant très longtemps, j'ai publié en français. Et depuis plusieurs années, je publie en anglais. Mais voilà, il faut d'abord publier en français et après, si vous vous sentez capable, publier rapidement en anglais parce que là, en anglais, vous vous adressez et à la communauté francophone qui savent parler anglais et la communauté anglophone qui est souvent beaucoup plus grosse que la communauté scientifique francophone. Donc, c'est vraiment important, ouais. Merci. Et ouais, voilà. Merci Sébastien. Il y a une autre question parce que je sais qu'il nous reste quelques minutes. Ouais. Abdelghani Elbir, vous avez la parole. C'est Abdelghani. Bonjour. Bonjour. Donc, merci infiniment, professeur Chtabi, pour la qualité de la modération et de l'organisation.
Ainsi, un grand remerciement à tous les membres du laboratoire. Merci aussi à M. Bourdin pour cette précieuse présentation. J'ai deux questions concernant les conditions à vérifier pour une publication scientifique. Monsieur Bourdin, vous avez évoqué deux conditions essentielles, à savoir l'utilité et l'originalité. Ouais. Concernant cette deuxième condition, je m'interroge sur le niveau d'originalité exigé, Oui. sachant qu'il y a une accumulation des idées scientifiques. Donc, comment savoir qu'on a atteint un niveau acceptable d'originalité? Deuxième question, l'un des aspects que vous avez évoqués sur l'originalité, c'est l'application, par exemple, d'une nouvelle méthode issue d'une autre science. Donc, comment peut-on vérifier la validité de l'application de cette méthode sur notre domaine de recherche pour ne pas tomber dans une sorte de spéculation intellectuelle? Donc, Oui, sachant aussi que le choix méthodologique doit être fondé et argumenté. Merci bien à vous. Très bonne question. Alors sur l'originalité, ça peut. Alors effectivement, hein, tous les articles ne sont pas complètement originaux, mais peu importe. En fait, l'originalité, elle peut être de différentes manières. Hein. Je vous l'ai dit, ça peut être sur la méthode, par exemple, sur un sujet en particulier. Jusqu'alors, il n'y a eu que des méthodes quantitatives qui ont été utilisées. Maintenant, vous proposez une méthode qualitative. L'originalité du sujet, ça peut être sur le terrain d'étude. L'essentiel des travaux ont été publiés sur les régions urbaines et dans votre recherche, vous travaillez plutôt sur les régions rurales. Donc ça, c'est original. Il y a des articles qui ont été publiés avant vous sur l'entrepreneuriat en Tunisie, mais pas encore d'articles scientifiques qui ont été publiés avant vous sur l'entrepreneuriat au Maroc. Donc ça, c'est original parce que vous avez un terrain qui est original. Donc ça peut être vraiment de plein de façons. Et en tout cas, la revue de littérature doit un peu vous aider à identifier ce côté original. Mais voilà, l'originalité, voilà, forcément, vous n'allez pas révolutionner, enfin, même moi y compris, hein, on ne révolutionne pas la planète, on ne révolutionne pas la science à chaque fois qu'on publie un article scientifique, mais on doit être capable d'essayer de montrer qu'il y a un truc quand même qui est original. Et ça peut venir de plein de façons, hein, de l'approche, de la méthode, des résultats, ça peut venir vraiment de plein de façons différentes. Et puis, sur la deuxième question, alors effectivement, vous pouvez aller chercher dans une autre discipline une méthode et après, ça va être à vous d'essayer d'intégrer dans la revue de littérature peut-être comment vous allez faire pour intégrer ça et pour vous assurer que ça fonctionne. Et justement, l'objet de votre article, ça peut être de démontrer qu'il y a un intérêt à utiliser cette méthode qui vient d'une autre science dans votre champ de recherche qui n'a jamais encore utilisé votre méthode. Donc ça peut être l'objet de la démonstration, l'objet de votre article et l'originalité de votre article que d'essayer de démontrer ça. Merci beaucoup Sébastien. Moi je ne sais pas, est-ce que c'est l'heure où je termine par une dernière question. Ouais. Voilà, quel risque le chercheur, l'étudiant, le docteur, la doctorante peut courir s'il publie dans une revue non classée? Alors, il y a pas de risque particulier, mais j'ai envie de dire c'est dommage parce que ça tombe. Ce chercheur-là, il s'est dit bah tiens, je vais publier dans une revue non classée, c'est plus simple, etc. Donc ça tombe, son article va être publié. Et en fait, ça tombe, cet article a été publié, il aurait été accepté dans une revue classée. Et donc j'ai envie de dire c'est dommage de ne pas avoir tenté. Donc, vaut mieux tenter une revue classée et peut-être se faire rejeter, plutôt que se dire bah, je vais aller dans la simplicité, je ne vais pas tenter une revue classée parce que ça va être trop dur. Non, je pense qu'il faut y aller, il faut faire l'effort et en général, ça paye. Et juste une dernière chose que je voulais ajouter pour conclure, c'est que j'ai beaucoup échangé avec plein de professeurs, des excellents professeurs, y compris en fin de carrière, et qui me disent que, y compris en fin de carrière, ils ont plus d'articles scientifiques qui sont rejetés
que d'articles qui sont acceptés. Et donc, je voulais terminer par une bonne note en disant que être rejeté, avoir un article scientifique rejeté, c'est normal. C'est normal et donc il ne faut pas être désespéré parce que notre article scientifique a été rejeté. Au contraire, il faut prendre ça comme une bonne façon de se dire bon, bah, je peux encore améliorer mon article et le soumettre dans une autre revue. Donc surtout, en particulier pour les doctorants, si vous êtes rejeté, eh ben, ce n'est pas grave. Servez-vous de cet échec pour en faire un succès pour une autre revue. Et y compris en fin de carrière, on peut être encore rejeté, même si on est un excellent professeur. C'est pas, voilà, ça peut arriver et c'est pas grave. On a beaucoup de questions, mais le temps ne permet pas, bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire à la fin? Cette réunion, cette conférence touche à sa fin. Je vous remercie infiniment, les doctorants, surtout les doctorants. La présence, parce que dans l'esprit marketing, il faut remercier les ressources humaines avant le client. Oui. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Je sais que vous êtes scientifique, vous partagez, vous avez cette culture de partage. Mille merci. Et espérons, Inch'Allah, une autre fois, de vous retrouver pour Avec une autre plaisir. thématique qui s'inscrit rien que dans le domaine de la recherche scientifique. Merci beaucoup, Sertman. Je suis désolé si c'est pas moi, c'est Sébastien. Il y a une autre question de Othman, mais je suis désolé. Il a une réunion. Vous pouvez m'envoyer les questions par... Envoyez-moi les questions par mail et moi j'envoie à Hicham le PowerPoint. Je vous envoie le PowerPoint de la présentation, comme ça vous pourrez le diffuser à tout le monde. Je vais le partager avec les doctorants et les Parfait. participants de manière générale. L'enregistrement aussi. Un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, au revoir.